deuxième event a lieu chez Epitech, mais comme vous pouvez le voir, on va être en présence d'Antoine qui vient de chez Acceptio. Alors, Hello. petit rappel sur les Friends of Figma. Donc les Friends of Figma, c'est dans le nom, vous avez tout compris, hein, c'est lié à Figma, donc qui est un outil de design collaboratif. Alors encore une fois, je le répète, Friends of Figma, c'est des événements bénévoles, ça a lieu dans plein de villes en France. Donc on a décidé de porter la ville de Montpellier parce qu'on trouve qu'il y a un terreau pour le design qui est assez extraordinaire, il y a plein de boîtes. Et en fait, notre but, c'est de rassembler une communauté. Donc on fait ça de façon bénévole, on n'est pas là pour dire achetez du Figma, voilà. On a simplement des petits goodies assez cool qui nous envoient pour partager à la communauté. Mais c'est ça, c'est l'esprit, c'est d'aller à la rencontre de designers, de gens qui font du produit, enfin tous ceux qui aiment créer des choses finalement, des créatifs, de pouvoir se rencontrer, de se partager l'expérience, etc. Donc vous êtes les bienvenus, que ce soit pour poser des questions ou si vous avez des expériences à partager, si vous avez des idées de talk, voilà, qu'on peut organiser. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit, donc c'est convivial, hein, on n'est pas là pour vous dérouler une presse, l'objectif c'est que là on va faire ça sous la forme d'un talk, donc je vais poser des questions à Antoine. Pour éviter que ça fasse trop le truc en push. On a trouvé ça plus sympa, on va expérimenter. Et bien sûr, à la fin, l'idée c'est que vous puissiez poser des questions ou alors partager des expériences si vous en avez. Voilà. Sentez-vous libre d'interagir. Donc, pour commencer, bienvenue Antoine. Merci. Voilà. Merci pour l'invite. De rien, avec grand plaisir. Moi, j'ai rencontré Antoine, je connaissais bien Acceptio depuis longtemps. Parce que déjà je kiffais bien leurs produits, je kiffais bien la problématique qu'ils défendaient. Donc Antoine il va un petit peu plus nous présenter le produit. Et juste pourquoi je les ai invités, parce que je pense que c'est une entreprise, alors c'est le moment où je vous jette les fleurs les gars, donc non mais c'est une entreprise qui a vraiment compris ce que c'était le design pour moi. Et il y a vraiment un ADN de designer qui coule dans leurs veines, quoi. Et c'est pour ça en fait que nous, en tant qu'entreprise aussi, on se sent proche d'eux en tant qu'individu. Et franchement, moi j'ai vu le produit évoluer aussi au fil du temps. Donc j'ai trouvé que le scale du produit était hyper intéressant. Et justement, au début, quand j'ai rencontré Acceptio, il n'y avait pas forcément de designer. Ensuite, on a vu petit à petit que le produit a évolué. Il y a une vraie équipe design qui s'est mise en place. Antoine est arrivé. Donc je trouvais hyper intéressant de raconter comment en fait une boîte passe de 0 designer à une équipe de designers, un produit qui scale et une vraie vision derrière. Voilà, donc c'est ça dont on veut parler aujourd'hui. Donc vas-y, je te laisse la parole, Antoine, te présenter puis rentrer dans le sujet. Merci pour tous ces compliments. Je les prends pas que pour moi, parce que moi quand je suis arrivé, alors il n'y avait pas d'équipe design, mais il y avait déjà du design. Ça on pourrait y revenir, mais c'est une nuance que je trouve intéressante. Pour juste me présenter rapidement, donc chez Acceptio, je suis en charge du design et du produit. Moi, j'ai une formation de designer industriel à Paris, dans une école qui s'appelle Strat. À la base, je voulais pas du tout faire de design. Moi, je voulais être cuisinier quand j'étais petit. C'est bon ça. Voilà, je viendrai à la maison. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que cuisinier, c'était pas forcément compatible avec les vacances, la vie de famille, tout ça. J'avais d'autres passions, les jeux vidéo, que j'ai toujours. Et j'avais une autre passion, c'était les voitures. Et du coup, je voulais dessiner des voitures, ça m'a amené au design. C'est comme ça que j'ai découvert le design. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose à faire que dessiner des bagnoles. Et il y avait notamment le design d'interaction qui m'a amené petit à petit au design de service, au design d'expérience utilisateur qu'on connaît sous le nom de UX design. Et en sortie d'école, concrètement, j'ai pas mal bossé en agence, à Amsterdam, dans une agence qui fait des objets connectés qui s'appelle Frolic. Avec des mecs passionnants. J'aurais dit des croquettes pour chiens, mais voilà, alors c'est un peu la blague qu'on leur fait à chaque fois. Ensuite, j'ai été coach en start-up dans le premier incubateur à Paris qui avait été monté par Microsoft, où là j'étais coach en design d'expérience pour des startups. Et après, je suis retourné en agence à Paris, dans une agence qui s'appelle Meaningful, qui fait des choses pleines de sens.
avec des gens super. Et concrètement, c'est un petit peu là où j'ai vraiment appris ce qu'était que le métier de designer, de product designer. Je me suis vraiment spécialisé là-dedans. Et comment je suis arrivé chez Acceptio? Qu'est-ce qu'il t'a raconté, Romain? Comment il t'a fait venir? Waouh. Alors attends. Bon, déjà, moi j'ai rencontré Romain à l'incubateur de Station F quand Acceptio était dans le programme du Startup Garage. Donc en fait, on s'est rencontrés là-bas parce que un de mes clients quand j'étais en agence, c'était Facebook. Et justement, on avait monté un programme d'accompagnement pour des startups. On a fait ça pendant 2 saisons. Et justement, c'est là où on s'est rencontrés avec Romain. On s'est hyper bien entendu. Et puis à un moment en agence, moi j'ai tourné la page, j'ai quitté l'agence, j'ai fait un gros congé paternité pour m'occuper de ma petite fille. C'est bien ça. Parce que je suis papa aussi. Et c'est à ce moment-là en fait où Romain m'a dit, bah voilà, écoute, je sais que tout va bien pour toi, si un jour ça t'intéresse qu'on rebosse ensemble, ça serait avec plaisir. On s'est pris un café et bah voilà, concrètement il m'a pitché 2 choses. La première, c'était de structurer le design chez Acceptio, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas d'équipe design, mais il y avait déjà un gros terreau, parce que en fait, déjà, Romain, j'avais pas besoin de le convaincre de la valeur du design, de l'impact du design. Il a travaillé dans le print, il travaille dans le web, il a un vrai attachement, une vraie connaissance, une vraie expertise en fait du design sans l'être par formation, donc c'était déjà facile en fait. Structurer le design et puis en fait lancer un nouveau produit, on pourrait y revenir après, à destination du B2C. Alors, je ne l'ai pas forcément pitché, mais en fait Acceptio, jusqu'à présent, c'était essentiellement une solution B2B, donc pour recueillir le consentement des utilisateurs en ligne. Ce qu'on peut entendre par ce que vous connaissez par les bandeaux cookies qui pop et qui vous demandent est-ce que vous êtes d'accord pour partager vos données avec ce site internet. Vous les avez vus, c'est sûr. Voilà, vous les avez vus et donc bah, ça c'est ce qu'on fait historiquement chez Acceptio et encore une fois moi quand je suis arrivé c'était un petit peu d'ailleurs ma première question auprès de Romain, mais ok, mais pourquoi est-ce que je suis là? Parce que vous avez un super produit qui se différencie de la concurrence, qui a une vraie expérience utilisateur, vous avez une super identité graphique. Moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà tous ces cookies, toutes ces illustrations, il y avait déjà un ton de voix très fort. Ok, donc il y avait déjà énormément de matière. Il n'y avait pas de design structuré, mais il y avait déjà du design. Ouais, je te coupe, mais c'est vrai que quand on regarde un module de cookies, qu'on utilise franchement une fois, on se dit, mais attends, le gars, il veut structurer une équipe design pour faire un widget qui doit prendre une demi-journée à designer en fait. Hein. Si je résume un peu, c'est ça. Bah, c'était aussi ma question. En fait, pourquoi il y a besoin de design quoi? Et en fait, la vision de Romain à l'époque, c'était de justement faire plus que ce bandeau cookie. C'est pour ça que maintenant, on propose plusieurs produits autour du consentement, de la gestion des données personnelles en ligne. Et on est maintenant jusqu'à proposer une solution directement B2C, donc directement pour les visiteurs des sites en ligne. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tous ces bandeaux cookies, côté visiteur, ça a avant tout créé en fait une frustration, ça a créé une fatigue. Et donc c'est là où encore une fois, j'ai pas eu besoin de convaincre sur la valeur du design. C'est que la vision de notre CEO, c'est de dire en fait, on propose une solution côté B2C. En revanche, il y a une vraie souffrance côté utilisateur, il y a une vraie fatigue côté utilisateur. Comment est-ce qu'on fait pour répondre aussi à ce public-là avec une solution qui leur est adressée? Ok, très intéressant. Mais du coup, tu débarques et franchement, ça ne doit pas être simple quand on te dit, ok, crée une équipe design. Bon, qu'est-ce que tu fais en premier? Par quoi, en fait. Ouais, en fait, tu commences par quoi? Exactement. Hyper bonne question. Concrètement, sans faire de grands discours, tu vois, mais je pense que pour structurer une équipe design, le process, c'est un peu un projet de design en fait. C'est-à-dire que premier départ d'un projet de design, c'est quoi le contexte? Où est-ce que je suis? Donc déjà, ce que je disais, il y avait déjà du design. Donc j'ai un peu, analysé où étaient mes forces, où étaient mes alliés, où est-ce qu'était déjà positionné le design. Donc il y avait dans l'équipe dev des gens qui concevaient le produit. Donc même s'ils n'étaient pas forcément designers, mine de rien, ils faisaient le produit, ils faisaient l'interface, ils se préoccupaient des usages, c'est du design. On avait des gens dans l'identité visuelle justement qui avaient posé toute la direction artistique d'Acceptio, le ton de voix et tout, donc ça aussi c'est du design. Bon, déjà essayer de décoder tout ça.
Et après, la première question, c'est ok, c'est quoi les priorités de la boîte en fait? C'est quoi notre objectif? C'est quoi les besoins en fait? Et quand je suis arrivé, donc maintenant ça a pas mal changé, mais on venait de structurer une plateforme de marque. Donc concrètement, pour faire très simple, on s'était reposé la question de notre positionnement, de ce que voulait faire Acceptio. Plus seulement être une CMP, une solution B2B qui marchait très bien, mais décoller vers une plateforme avec plusieurs solutions et aller chercher un nouveau marché qui était le marché du B2C. Okay. Et donc, premier projet, comment est-ce qu'on incarne cette plateforme de marque, ce ton de voix? Et le deuxième sujet, c'était ok, il va falloir qu'on démarre le lancement de ce nouveau produit B2C. Et donc là, on est sur la définition d'un POC, donc d'un Proof of Concept, c'est-à-dire une première brique pour tester l'appétence, se lancer, prototyper un premier produit. Et ce qui nous amènera aujourd'hui au lancement d'une bêta avec le produit Taste. Et concrètement, juste je reviens sur la partie analyse. Ouais. Tu as fait quoi? Tu t'es immergé, tu as fait des entretiens avec les devs, avec la direction artistique, avec toute l'équipe pour comprendre un petit peu eux, quelle était leur vision du produit, leur vision d'Acceptio, etc. C'est ce que tu as fait? C'est ce que j'ai fait. Après, très vite, justement, quand on en a discuté avec Romain, il y avait deux personnes qui étaient très clairement identifiées pour rejoindre l'équipe design. On avait justement Vincent qui était chez les devs, mais qui était designer dans l'âme. On avait Laura qui est encore dans la boîte aujourd'hui et qui justement avait posé toute la direction artistique, toute l'ADN d'Acceptio. Donc, travailler avec ces deux personnes, si tu veux, j'avais déjà de quoi faire. Favorable. Ouais. Exactement. Et puis en plus, c'était des gens qui sont là depuis le début. Donc ils ont toute l'ADN, tout l'historique d'Acceptio, pourquoi on a fait ces choix-là, ces arbitrages, etc. Et après, en effet, j'ai rencontré les autres équipes, les équipes côté expérience client, donc tout ce qui est lié au support client, ceux qui sont en direct avec le terrain. Et puis, je cache pas que moi, quand je suis arrivé, Acceptio, c'était un peu moins de 20 personnes, je crois. Aujourd'hui, on est à peu près 40-45. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont construites en direct avec Romain. Et c'est là où le binôme, tu vois, quand tu as la chance de pouvoir créer quelque chose, construire directement avec ton CEO qui a la vision de la boîte, mais qui a aussi la vision produit, ça facilite énormément de choses. Et donc, on va très, très, très vite, quoi. Ouais, ça c'est intéressant. On a toujours l'image du binôme d'un gars qui crée sa boîte, qui a la vision, qui fait du sales avec un dev parce qu'il faut absolument développer le truc. Là, c'est bien de voir aussi le binôme founder-designer qui va structurer la boîte. Et moi, ce que j'aime aussi dans ce que tu dis, c'est parce qu'il y a d'intéressant, et c'est souvent l'image qu'on n'a pas, c'est il y a un designer qui arrive, il va pas pondre une interface, quoi. C'est qui ce mec? Mais qui va s'imprégner de la culture, comprendre. Et surtout, dans ce que tu dis, c'est hyper intéressant, identifier les gens qui ont cette sensibilité et pouvoir les récupérer. Parce que, je donnerai pas de nom là, mais moi dans l'équipe, c'est pareil. Quand je vois qu'il y a des devs qui ont une appétence pour le design, je dis, mais les gars, si vous voulez faire des interfaces, allez-y, quoi. C'est génial. Moi, j'adore voir ces profils qui ont compris les choses, qui ont envie et qui ont envie de bifurquer dans d'autres univers parce qu'ils ont cette sensibilité, etc. Donc, c'est vrai que des fois, on pense à aller recruter à l'extérieur, alors qu'en fait, il y a des gens qui ont envie d'être acteurs à l'intérieur de la boîte. Et en fait, il y a une culture tellement forte que finalement, c'est beaucoup plus puissant que de se dire je vais aller recruter un designer qui va faire ça. Donc ça, c'est hyper intéressant dans ce que tu dis. Ouais, et on parlera après de la frontière avec le produit, mais je trouve qu'aujourd'hui, quelque chose d'encore plus flagrant, c'est la place des product managers. Donc les gens qui gèrent concrètement la vie des différents produits dans une boîte. Et c'est drôle parce que moi, je connais pas d'école de product management, tu vois. En revanche, il y a plein de gens qui peuvent faire du product manager. Et notamment, tu peux être dev et en fait avoir une connaissance suffisamment profonde de ta fonctionnalité ou de ton produit pour te positionner en tant que PM. Tu peux être au service client et avoir une connaissance suffisante, encore une fois, du produit via le terrain parce que tu as des remontées, tu as des feedbacks tous les jours de tes utilisateurs et donc tu peux être PM en fait. C'est pas parce que tu n'es pas dans le product management par formation que tu peux pas devenir PM en fait. Et la porosité entre les services, moi j'y crois beaucoup et je pense que c'est mine de rien la clé et c'est là où les designers sont intéressants parce que
dans la culture design, il y a la culture du faire ensemble, mais moi, c'est ce que je disais en agence quand j'allais bosser chez des acteurs du monde médical ou du monde de l'industrie. J'arrivais dans des contextes où je connaissais rien. Et concrètement, les experts, c'était les autres, c'était pas moi. Moi, ma seule expertise, c'était de faire bosser les gens ensemble, c'était de leur faire des ateliers d'idéation ou de co-conception. Je connaissais rien à leur métier et justement, j'avais besoin d'eux pour qu'ils me disent qu'est-ce qui était important, qu'est-ce que les utilisateurs regardent, c'est quoi les informations les plus capitales, c'est quoi les scénarios d'usage les plus communs. Ouais, donc finalement, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'image. On n'arrête pas de nous dire, en tant que designer, il faut aller faire de la research auprès du client final. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est aussi faire de la research en interne, comprendre comment tout fonctionne, pour aussi insuffler la culture design aux autres. Parce que c'est vrai que quand on prend du recul, en gros, moi je le fais aussi avec d'autres boîtes, mais ce que je vois, c'est qu'il faut éduquer en interne, faire comprendre ce qu'on fait, au-delà du fait qu'on pond des interfaces, des design systems, etc., bien faire comprendre ça pour trouver des alliés, parce qu'en fait, une idée, ça se vend en interne, donc si on est soutenu, si tout le monde a la même vision et il y a une cohérence là-dedans, c'est hyper important. Et on a quand même des outils en tant que designer pour faire passer des idées. Et c'est là où on peut avoir un certain pouvoir pour dire ok, je prends du recul sur ce que je fais, je vais bien présenter les choses et je vais pitcher pour rassembler en fait à l'intérieur même de mon équipe. Et c'est ça qui va faire la force d'une équipe design au final. Ouais, pas mieux. Franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Mais je pense qu'il faut casser le mythe s'il existe encore du designer visionnaire qui sait tout, qui sait quoi faire et qui arrive un peu comme un dieu dans une équipe en mode c'est bon, on a un designer, maintenant débrouille-toi. En fait, la connaissance, d'autant plus dans une startup où il y a différents pôles, tu vois, chez nous, c'est pas très compliqué. On a un pôle tech, on a un pôle product et design, on a un pôle expérience client, donc sur le support, et puis on a un pôle marketing qui, pour le coup, est en très forte connaissance des clients et du marché. Et en fait, il faut que ces 4 pôles travaillent ensemble. Et c'est là où les méthodologies de design, de co-conception, les méthodologies de projet, où on fait des équipes projets pluridisciplinaires, où tu vois, on peut avoir un membre de l'équipe qui est en charge de son périmètre et donc va être la voix des utilisateurs pour le pôle Customer Experience, qui va être la voix de la tech. Et d'avoir ces équipes comme ça, ces équipes projets où il n'y a pas énormément de monde, mais il y a un référent par expertise. Je pense que c'est la clé parce qu'un designer qui fait les choses dans son coin, ça n'a jamais marché, quoi. Ouais. Si je reviens sur des choses très concrètes, ouais. Parce que moi j'aime bien les trucs un peu bourrins, mais en gros, donc on te dit, ok, monte l'équipe design, concrètement, comment tu arrives à te dire, tu recrutes qui en premier, qui est le plus stratégique? Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on parle design, il y a plein de profils quand même, qui sont assez différents. Aujourd'hui, on parle de design d'expérience, on parle de motion, on parle de UI, UX, etc., des UX researchers. Enfin, il y a plein de profils très différents. Des fois, ça peut être compliqué. Comment tu fais, en fait, pour te dire, OK, maintenant, je vous explique quel est le process et qui va nous falloir en premier pour bien scale l'équipe? Ouais. Donc déjà, il n'y a pas une seule formule. Là, je partage ce qu'on a fait nous, mais il n'y a pas de meilleure pratique. En fait, ça dépend encore une fois du besoin. Je pense que c'est très différent d'arriver dans une boîte où il y a déjà 20 designers et il y a un besoin de restructuration. Arriver dans une boîte où tu es le premier designer. Arriver dans une boîte où il n'y a rien du tout. Je ne sais même pas si ça existe. Bref. Ouais, c'est très différent. Non, mais tu vois, arriver par exemple dans une boîte où jusqu'alors le design était externalisé. Oui. Et donc on veut, en plus de le structurer, passer sur un modèle interne. Je pense que c'est d'autres enjeux, tu vois. Ouais. En tout cas, chez nous, une des priorités, c'était de créer un nouveau produit et de se lancer. Okay. Et donc, moi, je suis parti de ce projet-là, en fait, pour déjà structurer un process design. Donc, c'est ce qu'on affiche là en 4 étapes. Ouais, tu peux nous dire un petit peu… En gros, c'est process design de base. On fait une hypothèse. Donc, ça, c'est la partie design vision.
qu'est-ce qu'on a envie de faire, pourquoi est-ce qu'on a envie de faire, ça ressemblerait à quoi, on pose un idéal. Une deuxième phase de recherche utilisateur, où là on va éprouver l'hypothèse et tester la vision. Donc là concrètement, on se retrousse les manches, on va sur le terrain et on va se prendre des murs auprès de vrais gens. Voilà. Et après, on passe dans une phase, donc là, pour ceux qui connaissent le double diamant, on rentre dans le deuxième diamant, où là on réouvre et en fait sur la base des retours utilisateurs, on va faire du design de produit. Et donc, on va designer une première version de ce produit, un MVP pour ceux à qui ça parle. On va designer vraiment les fonctionnalités principales qui répondent à 80% des cas d'usage. Et donc là, il y a une petite ligne bleue parce qu'évidemment, on ne fait pas le développement à la fin, on essaie de l'anticiper le plus possible. Sans rentrer trop dans les détails, évidemment, il y a la phase d'intégration une fois qu'on est prêt. Et en fait, quand on a posé ça, en fait, on a un petit peu notre trame sur l'année qui va arriver. Et donc moi, je suis capable de faire la première phase avec Romain, notre CEO, sur OK, c'est quoi la vision de ce produit, quel est l'objectif à atteindre, qu'est-ce qu'on a envie de faire. En revanche, je vais très vite avoir besoin de quelqu'un pour faire des tests utilisateurs, pour m'accompagner dans la structuration des tests. Justement, là, je rebondis, mais comment tu la poses cette vision? C'est de l'écrit, c'est du visuel, c'est un mix de tout? Parce que ça, c'est toujours intéressant, tu vois. Ah, on a posé la vision, trop cool. Vous avez fait quoi à l'apéro pendant 3 heures? Qu'est-ce qui est sorti de tout ça, tu vois? Tu as enregistré Romain Alors, hyper intéressant. En fait, le premier point qu'on a fait, si je me rappelle bien, on s'est mis dans une salle avec Romain pendant à peu près 2-3 heures, un gros tableau blanc. Et Romain, ça faisait des mois et presque des années qu'il réfléchissait à ce truc-là. Donc, il a fallu lui tirer les verres du nez de « Ok, mais t'as quoi dans la tête en fait? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Pourquoi t'as envie de faire ça ?» Et donc moi, avec un œil neuf, j'étais capable de le challenger, de lui poser des questions, remettre en question peut-être des intuitions qu'il avait, lui demander s'il avait de la data, s'il avait des faits, si c'était juste de l'intuition, etc. Sorti de ça, je ponds une présentation de 15 slides concrètement qui présente en fait tout ce qu'il m'avait dit à l'oral. Et sans présenter la presse parce que ça a peu d'intérêt, ce que je peux présenter, c'est où est-ce qu'on va en fait. Et donc, alors là je suis obligé de pitcher rapidement l'idée. Donc l'idée c'est de dire, jusqu'à présent on a des bandeaux cookies qui polluent l'expérience. Qu'est-ce qui se passe si on est capable de faire disparaître ces bandeaux cookies sans pour autant faire disparaître le consentement? Et du coup, on est très vite arrivé vers un assistant qui va consentir en notre nom, un petit peu comme une tour de... Aujourd'hui, on connaît très bien les gestionnaires de mots de passe qui gèrent nos mots de passe à notre place, on n'a plus besoin de les retenir. Qu'est-ce qui se passe si on fait la même chose avec les données personnelles? Et donc très vite, alors moi j'aime beaucoup travailler sur la symbolique, c'était la symbolique d'Alfred, le majordome de Batman. Okay, Alfred, il a les clés du manoir de Batman, ce qui permet à Batman d'aller combattre les méchants. Bon, et qu'est-ce qu'on fait si mon assistant c'est cet Alfred-là? Parce que je sais pas vous, on dirait le début d'un one-man show, je sais pas vous, je sais pas si vous avez remarqué, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais moi personnellement, quand je vais sur internet et que je vais acheter un pantalon à ma fille de 2 ans, je vais sur jacadi.fr pour chercher un pantalon. Mais je ne vais pas me préoccuper de comment Jacadi traite mes données personnelles et pourquoi j'ai cette pub d'afficher et où est-ce que vont mes données et est-ce que Jacadi est bien à jour. Non, moi je vais acheter un pantalon à ma fille. Exactement. Okay, donc, j'ai besoin en fait de quelqu'un déjà qui connaît le sujet. Ça tombe bien puisqu'à Exceptio, ça fait des années qu'on connaît le sujet du consentement. Mais je n'ai ni le temps, ni l'intérêt, ni l'envie. Et c'est là où je vais repartager une phrase qu'on dit beaucoup chez Acceptio, mais on est face à une hypocrisie vis-à-vis du consentement. Pour ceux qui connaissent le sujet du consentement, la théorie veut qu'on puisse consentir de manière éclairée. Et donc, consentir de manière éclairée, c'est sans se sentir forcé, en ayant le temps de comprendre ce qu'on fait, de faire un vrai choix éclairé. C'est absolument pas le cas, puisque, encore une fois, moi, quand je suis sur le site Jacadi, j'ai pas envie de m'occuper de ça, j'ai juste envie d'acheter un pantalon à ma fille. Et donc, l'idée, c'est de donner les clés à cet Alfred, qui, lui, va pouvoir faire le choix en mon nom et respecter à la fois mes préférences en tant qu'utilisateur, sans pour autant
que le site sur lequel je vais soit floué. Bon, là, je vais rentrer trop dans le détail de pourquoi c'est intéressant, mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que des sites qui proposent de la publicité, ils ne le font pas pour rien. C'est souvent parce que ça fait partie de leur modèle de revenu. Et donc, priver un site internet de la publicité, c'est lui priver d'un modèle de revenu. Et donc, en fait, ça, c'est des choses que tu as expliquées justement dans la presse. Ouais, bien sûr. Tu as remis dans bien la sûr. presse. Parce qu'en fait, ce que je me rends compte dans ce que tu montres là, c'est qu'en gros, tu lui as livré un premier proto qui permet aux gens de se projeter. Ouais, J'ai pas vu. Hein, exactement. Mais j'imagine un peu comme si tu allais pitcher un investisseur. Quoi. Exactement. C'était d'ailleurs le nom du doc, ça s'appelait Pitch Deck, je crois, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on montre, ok, bah, on a envie de faire un assistant du consentement. Ça pourrait être une application mobile, ça pourrait être une extension navigateur. Donc, spoiler, c'est exactement ce qu'on a fait. Et en fait, ça incarne la vision de Romain jusqu'à là. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis. Et moi, souvent, ce que je dis à des clients, c'est que le rôle du design n'est pas là que pour faire du design système, etc. Mais si vous avez un designer qui est là pour vous accompagner à traduire votre vision, putain, mais c'est un confort parce qu'on ne passe pas des heures à expliquer un truc qui pourrait être simple avec trois images. Et ça peut permettre d'aligner tout le monde, de nous donner des nouvelles idées, etc. Donc c'est vraiment hyper puissant. Donc moi je trouve que en tout cas c'est une compétence hyper stratégique. Parce que quand tu veux vendre une idée, bah, tu la montres. c'est 100% d'accord. Ouais, c'est clair. Incarner la vision, c'est en plus très difficile parce que ça demande de choisir ce qu'on montre. Et là, tu vois, on aurait pu choisir plein de formes en fait pour incarner cette vision. Dans la vision, il y a aussi les enjeux, les contraintes. Et le fait de dire, bah, on veut proposer une solution qui satisfait les visiteurs sans les flouer et sans flouer aussi les sites internet, bah, c'était un vrai engagement qu'on a posé dans le pitch et qui a ensuite impacté énormément d'arbitrage en termes de fonctionnalité, d'affichage, d'information, de parcours utilisateur. Et donc en fait, si je montre très rapidement, à la suite de ce pitch deck, bah, on a eu un premier parcours utilisateur avec à peu près concrètement les grands moments de l'expérience un petit peu idéale qu'on voulait avoir. Il y avait des choses qui se passaient sur un site internet qui était une sorte de landing page qui présentait ce service. Et puis ensuite, il y avait un téléchargement de cette extension. Enfin vraiment, on a découlé l'expérience idéale en quelques points. On l'a prototypé. Et ensuite, on a été capable d'aller faire des tests et de rencontrer des gens. Donc là, ce que je montre un peu de loin, c'est tout le dérush des tests utilisateurs avec tous les verbatims, donc tout ce qu'on peut nous dire les utilisateurs. Est-ce que ça a de la valeur? Quelles fonctionnalités ont le plus d'impact, etc. Et ça, justement, tu l'as fait en amont de recruter? Ou justement, non, c'est quelque chose que tu as fait au fil de l'eau? Ouais. Tu t'es rendu compte que quand tu as posé l'idée, bah, tu t'es dit, attends, il va falloir que je fasse de la user research, il va falloir que je fasse ça. Et du coup, putain, il nous faut absolument un mec qui parte tout de suite pour faire ça. Comment tu as fait en fait? J'ai fait les choses en parallèle. Parce qu'il y a un truc dont on ne parle pas depuis tout à l'heure. Le titre du talk, c'est structurer une équipe design ou recruter des designers. Mais le loup dont on ne parle pas, c'est que recruter, c'est hyper compliqué. Et ça prend du temps. Et à partir du moment où tu démarres un projet, tu veux recruter un designer, bah déjà, si le designer il est en poste, il a 3 mois de préavis. Le temps que tu le recrutes, tu fais des entretiens. Tu as peut-être 3 semaines, 1 mois et demi si tu es bon, s'il y a un vrai fit. Donc ça veut dire qu'il n'est pas là avant 5 mois. Qu'est-ce que tu fais pendant 5 mois? Tu fais pas rien quand tu veux lancer un nouveau service. Et donc en effet, je pense que tout premier designer dans une boîte doit être capable de se retrousser les manches et de faire des trucs avant que les gens arrivent. Parce que les gens n'arrivent pas du jour au lendemain. Et puis quand les gens arrivent, d'autres gens partent parce que c'est naturel, oui, il y a du mouvement dans une boîte. Et donc, pour te répondre, de mémoire, j'ai fait moi-même les premiers tests utilisateurs avant que la personne qui sera ma user researcher arrive. Donc, forcément, tu parallélises. Et puis, les protos, j'avais fait un premier prototype sur Figma avant que mon premier designer arrive, pareil. Et donc, forcément, tu commences, et c'est aussi excitant parce que moi,
j'avoue que dans mon envie, j'ai pas du tout envie de faire que du management. J'ai envie de… Oui, de produire, de Bah oui, je rester reste dans designer, tu vois, et alors pour le coup, tu disais que l'objectif, c'était pas de faire de pub pour Figma, et on est clair là-dessus. Par contre, je te le dis, moi, mon kiff dans la vie, c'est de faire des protos sur Figma. Donc, si tu m'enlèves… Regardez-le dans le montage, ça leur fera plaisir. Si tu m'enlèves ce plaisir-là, je ne me lève plus le matin. Donc, il y a vraiment ce truc de, bah oui, on recrute des gens, mais ça prend du temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avancer en même temps? Et encore une fois, on veut structurer le design, on veut recruter des gens pour atteindre des objectifs. Donc, on ne va pas s'attendre en fait. On ne va pas dire, bah oui, mais moi, tant que j'ai pas mes 8 designers, je suis désolé, je peux rien faire. Ouais, non. c'est clair. Non, mais c'est clair que quand tu arrives au début, tu es obligé de tout faire. Et puis, ça, c'est comme dans tous les discours un peu d'entrepreneurs. Tant que tu n'as pas fait la tâche, tu peux pas vraiment savoir la personne qu'il te faut recruter, quelles questions tu vas lui poser. Ça se trouve, je sais pas, la personne que tu veux recruter, tu vas la challenger sur un truc. En fait, tu te rends compte qu'elle a jamais fait de user interview de sa vie. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Si tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir si la personne en face, elle te prend pour une bille, concrètement. C'est clair. Donc ça, c'est en gros, si je résume un peu les choses de façon assez grossière, mais faites les choses avant d'aller recruter des mecs pour pas vous retrouver avec des gens finalement qui savent pas faire ou c'était pas le bon besoin parce que tu l'as pas bien, t'as pas fait les étapes que tu as fait avant et du coup tu te retrouves avec finalement pas la bonne personne et là tu as encore perdu plus de temps que 6 mois quoi. T'as 100% raison et d'ailleurs même on pourrait même le prendre en mode il faut peut-être plus faire ça en fait, il faut peut-être plus commencer par faire des choses, commencer un projet parce que potentiellement le besoin va changer. Potentiellement tu t'étais imaginé, c'est un bon exemple, je vais prendre l'exemple de Thomas qui est là d'ailleurs, donc Thomas qui est en bas à droite sur la slide, donc qui est Product Marketing Manager. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un PMM, un PMM c'est quelqu'un qui ne fait pas du marketing au sens de la communication de la marque, c'est pas un Product Manager, c'est un Product Marketing Manager. Donc son objectif c'est de communiquer la valeur d'un produit à ses utilisateurs, donc il va être beaucoup plus dans ok, c'est quoi les fonctionnalités de mon produit, c'est quoi la valeur ajoutée de cette fonctionnalité. Il va avoir tout un travail aussi de benchmark, d'analyse de la concurrence, de design de l'offre aussi. C'est quoi les fonctionnalités, c'est quoi les différents packs, à combien on le vend, etc. Et moi, je n'avais pas du tout prévu de recruter un PMM. Drôle. Et un jour, Romain vient me voir et il me dit ok, j'ai un gars là, il s'appelle Thomas, il est brillant, il avait déjà fait un stage chez nous, c'est un PMM, je pense que ça pourrait être un super rapport pour l'équipe. Je n'avais pas du tout prévu de le recruter. Et en fait, ça a complètement changé le périmètre de l'équipe design. Parce qu'on n'était plus seulement capable de designer des interfaces, des expériences, faire des tests utilisateurs. On était capable maintenant de travailler le produit au sens large, au sens de l'offre, d'analyser la concurrence, de définir quelles étaient les fonctionnalités, de la communiquer. Enfin, tu vois, on prenait une autre dimension. Et ça, c'est une opportunité que j'ai eue, mais je n'avais pas du tout prévu de le faire. Et donc, ce que tu dis sur le fait de commencer et puis on verra après, en fait, c'est presque ça qu'il faudrait faire, presque. Parce que forcément, quand tu commences un projet, tu te rends compte que, tiens, ça, finalement, je pensais que j'allais galérer. En fait, j'ai mis 3 semaines à le faire. En revanche, j'ai vraiment besoin, par exemple, de faire des tests quantitatifs. J'avais prévu de faire que des interviews en direct avec les gens, de faire du quali. Et en fait, je me rends compte que j'ai très peu de données utilisateurs. J'ai besoin d'avoir 200, 500 personnes qui utilisent mon app. Bon, je vais recruter plutôt quelqu'un qui fait de la user research mais qui a une expérience en quanti parce que j'ai besoin de ça, tu vois. Mais heureusement, maintenant, vous avez un super widget pour ça. Exactement. Ouais. C'est la sponsor du jour. C'est la sponsor du jour sur le podcast. Non, je plaisante, on n'est pas là pour ça. Non, mais c'est super intéressant parce qu'on en vient à la transition parce qu'on a échangé pas mal avant, mais sur la frontière finalement qu'il existe entre frontière qui n'existe pas finalement, entre le design et le produit. Vraiment, en tout cas, nous, on est convaincus avec Antoine, pour en avoir longuement discuté, qu'il n'y a pas de frontière entre une équipe product et une équipe design. Pour nous, c'est la même chose.
Et je te laisse enchaîner. Ouais, non, mais. Alors, c'est sûr on appuie que. sur le bouton. Je pense que pas mal de gens pourraient Parce avoir qu'on voit, quand on voit un product marketing manager, on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fout dans l'équipe design, lui? Ouais, exactement. Désolé, mais ça fait beaucoup de sens. Si je fais déjà un petit tour de l'équipe, donc on a Marina qui est user researcher, donc qui fait des tests utilisateurs, de l'immersion terrain. On a Amy qui fait du motion design, donc qui va vraiment s'occuper d'animer nos interfaces, pas gratuitement, pas juste pour faire joli, au sens de ok, comment je guide l'utilisateur dans l'interface, comment est-ce que je lui donne du feedback. Et en fait, c'est ça le motion design dans le produit. On a Agathe qui est product designer, donc qui design des produits. On a Ludo qui est product designer et product manager. Et on a Thomas, dont j'ai suffisamment parlé, qui est product marketing manager et PM. Et en fait, alors pour revenir sur ce que tu dis, moi j'ai appris le design pas par finalité. C'est-à-dire que pour moi, le design n'est pas la fin. La fin, c'est le produit. Et le design, c'est une manière de faire du produit. D'ailleurs, le design a emprunté énormément de choses au marketing, sur les tests utilisateurs, sur les ateliers, sur les focus group. Les focus group, c'est pas un truc de designer, hein, c'est un truc de marketeur. Et c'est très bien en fait, il faut arrêter de stigmatiser les marketeurs. Et je dis pas ça parce que ma femme est dans le marketing, absolument pas. C'est bon, elle est pas là ce soir. Ouais, mais du coup, ouais, si le produit est la finalité, le design c'est qu'une manière de faire, c'est une manière en fait de positionner les utilisateurs au centre de la réflexion. Le human-centered design c'est ça en fait, mais encore une fois c'est une approche, c'est pas une vérité en soi et ça se trouve dans 20 ans on dira en fait il y a plein d'autres méthodos, etc. Et en fait, si le produit c'est la finalité et que les designers travaillent sur le produit, façonnent l'interface, réfléchissent aux fonctionnalités, réfléchissent à l'expérience, réfléchissent à l'offre, réfléchissent au positionnement, à la proposition de valeur. En fait, oui, c'est une équipe product parce que quand tu regardes les fiches de poste d'un product manager et d'un product designer, alors toute la fiche de poste n'est pas similaire. En revanche, il y a des grosses similitudes sur le fait de se connecter au terrain, aux usages, au feedback utilisateur, prioriser. Et moi, je suis pas très vieux, j'ai pas une expérience démesurée, mais j'ai quand même été obligé de me battre avec le stéréotype du on a besoin d'un truc joli, tu veux pas nous le faire? Alors je peux, parce que j'ai quand même. On l'a tous vécu en tant que designer. Et puis t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Merci. Mais c'est quand même très réducteur. Et c'est dommage en fait, parce que ça dilue énormément l'impact qu'ont les designers dans les organisations. Et encore une fois, moi j'ai pas eu besoin de convaincre sur la valeur du design. En revanche, il y a ce besoin de partager qu'est-ce que peuvent faire vraiment les designers, en quoi ils sont vraiment utiles, si tu veux. Et du coup, je pense vraiment qu'aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir une équipe design, mais qui drive le produit, en fait. Donc la finalité c'est le produit et en fait on a un périmètre hyper confortable parce qu'en fait on est capable de s'occuper de la roadmap produit, de définir, encore une fois en collectif, on ne fait pas tout seul, hein. Je rappelle ce que je disais au tout début, on travaille avec les autres pôles. En revanche on a le lead sur c'est quoi les futures fonctionnalités qu'on va sortir en janvier, c'est quoi les fonctionnalités qui servent à rien, qui ont peu de valeur auprès des utilisateurs et qui nous coûtent de l'argent, fonctionnalités qu'on doit killer. Et encore une fois, moi je kiffe ce que je fais parce que j'ai le sentiment qu'on ne perd pas le sens, parce que c'est porté par des designers. Et la tension, elle est, en tout cas encore plus dans les startups, c'est de répondre aux besoins utilisateurs sans pour autant se mettre à dos le business. Parce qu'un designer qui ne rapporte pas d'argent à sa boîte, il ne reste pas longtemps. Non, c'est sûr. Donc comment tu fais en fait pour répondre aux enjeux business sans pour autant faire de la merde? Et justement, dans la culture, comment vous gérez ça avec les sales? Ils sont vachement sensibilisés, ils travaillent beaucoup avec l'équipe product, etc. Parce que tu vois, nous typiquement, ça nous est arrivé de travailler sur des projets où
les mecs sont drivés. T'as beau essayer, mais quand t'es externe, c'est pas pareil. T'as beau essayer de défendre le besoin, est-ce que ça a été challengé par le client, etc. Mais en fait, les mecs ont tellement besoin de bise qu'ils veulent répondre à toutes les demandes. Donc c'est extrêmement difficile de garder l'équilibre entre, effectivement, la boîte a besoin de vivre, donc on doit signer des deals, et donc, putain, fais-moi cette feature, sinon on est dans la merde, clairement, et je garde la vision. Et ça, c'est un truc qu'il y a souvent dans les boîtes, honnêtement. Comment tu fais ça avec une équipe product, justement, pour essayer de rendre le tout cohérent pour l'ensemble de la boîte, à la fois avoir un produit qui va correspondre à plein de monde, qui défend une vision et qui ramène du biz. C'est extrêmement compliqué. Réponse, je sais pas. En fait, pour être très honnête, parfois on se trompe. Parfois on priorise des fonctionnalités qui ne rapportent pas d'argent. Parfois on se concentre sur des choses qui rapportent de l'argent. Et à contre-cœur, bah oui, on aimerait bien se concentrer sur une autre partie du produit. Et puis parfois, on a des remontées de la part du service client qui nous dit « mais moi, mes utilisateurs, ils en peuvent plus de ci, de ça, machin ». Et je leur dis « bah oui, mais désolé, mais améliorer ça ne fera pas gagner plus d'argent et donc on ne va pas pouvoir le faire ». Et en fait, c'est un constant arbitrage. Encore une fois, je reprends cette image de la tension, c'est que c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Et donc parfois, tu es un petit peu obligé de mettre de l'eau dans ton vin en disant bah oui, ce truc-là, il va rapporter du business, il faut absolument le faire. Bah ok, à un moment, on est une start-up et on vend des produits et si on ramène pas d'argent, on n'existe plus. Je pense qu'en fait, là où c'est hyper important d'avoir des designers aux commandes, ou en tout cas pas très loin de la stratégie, c'est qu'on peut préserver, on peut préserver le sens. Et donc, on fait jamais du business juste pour faire du business. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, sur prélever le sens, parce que effectivement, on voit beaucoup de profils qui se cassent dans les boîtes, que ce soit des designers, des développeurs, des mecs du business, parce que justement ils sont venus, on leur a vendu une idée, on leur a vendu une vision, et en fait quand ils arrivent, putain mais il n'y a rien qui correspond à ça, quoi. En fait on est juste des Pinocchio, que ce soit un dev, que ce soit un designer, un marketeur, au service d'un gros client parfois, qui fait vivre la moitié de la boîte. Et en fait, il y a cette perte de sens. Donc, avoir une design team qui est le garant de cette vision, tout en bonne intelligence, parce que comme je dis toujours, finalement, une équipe design, c'est toujours des trade-offs, voilà, entre la vision qu'on a du produit, le business et les besoins des utilisateurs, parce que des fois c'est pas pareil, parce que le business il peut vendre à un gros client justement qui a des besoins très spécifiques et la plupart des utilisateurs n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc ça c'est extrêmement difficile, d'où l'idée d'avoir aussi une représentation assez large dans une équipe produit qui peut redonner de la cohérence et se dire ok, on va faire des compromis, on ne perd pas le sens de notre boîte et on continue à avancer. Donc, et le sens et la cohérence, c'est d'abord sur la priorisation. Parce que je pense que tu l'as vécu aussi et moi je l'ai vu chez certains de mes clients quand j'étais en agence. Mais le nombre de décisions qu'on prend et qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres, c'est déjà ça en fait. C'est poser la question de pourquoi et c'est ce qu'on t'apprend en école de design en fait. Tu arrives dans un contexte, tu arrives dans un projet, on te dit moi j'ai envie de faire ça, la première question c'est pourquoi et tu grattes et tu grattes et tu creuses et en fait c'est là où moi ça me rassure presque de me dire en fait il y a des designers qui peuvent structurer une priorisation au niveau du produit parce que c'est dans la culture en fait, la culture du sens et un designer qui fait les choses sans conviction parce qu'il sent que ça n'a pas de sens, enfin tu le sais très bien, il reste vraiment pas longtemps quoi. Concrètement, et ça, tu peux nous montrer, je sais que vous avez fait, c'est vous qui êtes responsable du coup de la product roadmap, etc. Donc voilà, montrer aussi qu'il y a des choses concrètes qui sortent. Ouais, alors c'est bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais non mais c'est pas grave, c'est bien. Concrètement, ce qu'il faut comprendre. C'est bien de voir des trucs. Qu'est-ce que c'est qu'une roadmap? Une feuille de route en français? C'est juste qu'est-ce qu'on va faire en fait. Donc là, on est en décembre. Ce
que vous pouvez voir sur le côté gauche, bah, c'est tout ce qu'on a fait entre septembre et décembre pour la fin de l'année. Donc là-dedans, il y a plein de trucs, hein. Il y a un produit, un deuxième produit, un troisième produit. Et en fait, bah, c'est à la fois des nouvelles fonctionnalités. Donc tiens, on va sortir cette nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs. Il y a des choses aussi techniques. Par exemple, proposer X nouvelles traductions ou X nouvelles langues dans le système d'admin. Bon, bref. On est bien loin de l'image du designer qui passe son temps à faire des interfaces quand même. Ouais, exactement. Mais après, c'est rigolo parce que moi j'aimais bien jouer à Tetris et si tu veux, c'est un peu le jeu à un moment de se dire ok, bon, bah, ça rentre, ça rentre pas, ça c'est compliqué. Mais tu vois, ce qui est intéressant dans l'exercice de la roadmap pour les designers, c'est que encore une fois, dans notre culture, on met différentes personnes autour de la table. Si je reprends l'analogie des ateliers de co-conception, par exemple, tu vas mettre un tech autour de la table, quelqu'un du support client, etc. Et en fait, quand tu conçois la roadmap, tu peux pas ne pas penser aux gens avec qui tu bosses. C'est-à-dire que toi, ok, tu es garant de la roadmap, super, mais derrière, celui qui va s'arrêter parce qu'il a 10 000 lignes de code à bouffer, bah, c'est pas toi en fait, c'est le tech. Donc si tu lui priorises ce projet-là, mais que tu n'as pas discuté avec lui, tu as intérêt à faire de la boxe le vendredi soir, tu vois. Donc en fait, généralement, tu n'arrives pas au bon résultat. Voilà, exactement. Donc en fait, tu ne peux pas faire les choses dans ton coin et encore une fois, sans dire que les designers sont le centre du monde, qu'il n'y a que nous qui maîtrisons les trucs. Je dis pas ça. Je dis juste que on a appris ce métier avec une certaine culture, avec des réflexes, avec une approche, encore une fois. La pensée design de Tim Brown, bah voilà, ça décrit d'abord une approche. Ce n'est pas une vérité en soi, c'est juste une manière de faire. Et du coup, la manière de faire une product roadmap par des designers, bah moi je suis rassuré parce que je me dis qu'on a l'habitude de mettre les gens autour de la table, on a l'habitude de travailler ensemble, on a l'habitude de faire les choses d'abord si ça a du sens. Et donc, j'ai moins l'impression qu'on va dans le mur, si tu veux. Super intéressant. Il y a un dernier truc, et après, je vous laisserai la parole. Parce que nous, on est bien, on pourrait parler des heures, là. Il y a un truc que j'ai vu, que j'aimerais bien voir en détail. Ouais. C'est les guidelines que tu as fait pour le produit, parce que c'est vachement intéressant. Moi, j'en vois pas souvent, à part les guidelines d'Apple. Voilà, quand on peut concevoir un produit, etc. Mais je trouve que c'est intéressant quand on set up une équipe produit. Moi, j'ai jamais fait ça, donc ça m'intéresse vachement parce que on a toujours l'image du design system où tu dis bah, ton bouton il est à 4 pixels avec un round circle, machin, ok, bon ça c'est cool. Mais la philosophie du produit, de comment je vais concevoir, ça c'est vraiment super intéressant. Ouais. Donc les guidelines, je rappelle le contexte. Donc là, on est 2022. On a eu, donc c'est plus tellement à jour. Hein, là, je vous montre vraiment pas de bullshit, quoi. C'est vraiment ce qu'on avait produit à l'époque. On a une nouvelle plateforme de marque donc, qui présente Acceptio comme une plateforme de solution au sens large, comme un tiers de confiance du consentement. Donc on change de positionnement. On se repose la question de nos valeurs, on se repose la question de comment est-ce qu'on veut être perçu, de ce qu'on veut faire et du coup de comment on veut le faire. Et donc, cette plateforme de marque, ce n'est pas nous qui l'avons faite, elle a été faite par le marketing. Et en revanche, là où le périmètre il est très clair, c'est que le marketing s'occupe donc de la marque avec la plateforme de marque. En revanche, l'incarnation de la marque, c'est le design qui s'en est occupé. Et ça, c'était génial parce que moi, j'ai déjà vu des organisations, d'ailleurs c'est souvent le cas, où en fait le marketing décide et de la marque, du positionnement et de l'incarnation de la marque, et puis les designers récupèrent ça et puis ils font avec la boîte à outils qu'ils ont. Et donc ce qu'on a fait, c'est que déjà on s'est approprié la plateforme de marque et puis on a commencé à retravailler notre logo pour que ce soit cohérent avec ce nouveau positionnement. Ensuite, on a épuré tout un tas de couleurs, donc ça c'est vraiment la base pour avoir un socle de couleurs assez carré et des cas d'usage appropriés. Et je ne vais pas tout montrer, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est le travail qu'on a fait sur la typo parce qu'on n'avait pas du tout cette typo-là. Et on a trouvé que le meilleur moyen d'incarner ce nouveau positionnement, c'était de choisir deux typos, une typo serif et de la pairer avec une typo sans serif.
Donc on a pris la Serif 4 Display et la Source 100 Pro. Et donc on s'est reposé la question de pourquoi cette typo, parce qu'elle incarnait quelque chose de particulier, quelque chose de tranché aussi vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis du marketing très B2B web qu'on connaissait avec les bleus, marines, etc. Et nous on a voulu quelque chose pas forcément sérieux, mais crédible, qui inspire la confiance, ce qui est cohérent parce que notre positionnement c'était le tiers de confiance. Tout à fait. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Ce qui est intéressant en fait, c'est que souvent on voit ces guidelines, mais elles ne sont pas expliquées. C'est-à-dire qu'on va te dire, viens piocher dans ces assets là, tu utilises cette typo, mais on ne dit pas pourquoi. Et moi je trouve que ça, c'est hyper fort parce que quand tu onboard un nouveau designer, à la fois il a un guide sur comment je fais du design, mais il comprend pourquoi il le fait. Et c'est ça je trouve intéressant quand on parle de setup une équipe design. C'est-à-dire que quand tu setup une équipe, tu as besoin de... Souvent on parle du onboarding collaborateur. Ah, j'ai reçu ma box avec mon mug, mon hoodie et tout, c'est trop cool. Mais putain, mais une fois que tu as ça, ouais super, j'ai mon hoodie, mais ça te fait aussi ressentir la culture de la boîte et tu es prêt à bosser parce que tu as compris. Et moi, je trouve que c'est un travail qui est souvent laissé un peu dans l'ombre ou qui n'est pas fait, ou qui est fait très tard. Parce que souvent, justement, on se dit « Ah non, je suis pas assez gros pour faire ça », mais en gros, après ça pose d'autres questions. Je pense qu'après on laissera la parole à notre chère audience, parce que sinon on va continuer des heures. Mais voilà, c'est des assets. Quand on veut créer une équipe, je pense que si tu n'as pas ça, tu vas galérer à onboarder les gens. Tu vas galérer à faire du design aussi. Ouais. Parce que je pense qu'une erreur dans laquelle on aurait pu tomber, c'est de dire on veut structurer une équipe design, faisons un design système. Ouais. Le design système, tu vois, il est encore en cours chez nous. C'est long, ça demande de la structuration, ça demande des vraies compétences. Et on s'est dit, on va plutôt faire une première brique qui va nous permettre de travailler. Encore une fois, l'objectif, c'était d'avancer. C'était d'améliorer nos produits, d'améliorer l'expérience utilisateur, de lancer un nouveau produit qui n'existait pas du tout. Et donc, on avait besoin de ressources. Et en fait, les guidelines, c'est avant tout des ressources pour les designers, mais aussi pour les gens qui font de la communication, pour les press, etc. Là tu arrives dans le product, quoi. Exactement. Et tu peux nous juste montrer le ton de voix, parce qu'on ne le voit pas souvent, celui-là. Ouais, je peux, ouais. Je prends des infos au passage, je suis pas fou. En fait, le ton de voix, ça a encore été modifié, mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans les guidelines, c'est qu'il y a les guidelines graphiques. Mais en fait, quand on parle de guidelines d'expérience, il y a aussi comment est-ce qu'on va s'exprimer, en fait, les mots qu'on va utiliser, les mots qu'on va surtout pas utiliser. Et c'est pas que pour le marketing, c'est pas que pour la communication. Et en fait, aujourd'hui, quand on design des produits, je vais rien spoiler, mais 50% d'une interface, peut-être 70% d'une interface, c'est du texte. Donc les mots que tu utilises, ils doivent être choisis avec minutie et ils doivent être cohérents, encore une fois, avec la marque. Complètement, ouais, c'est la force de la marque, parce que si on repart sur le plan du business, en tout cas moi je suis persuadé que demain, créer un produit, c'est justement savoir à qui tu parles, mais le vrai point fort du produit, demain, c'est la marque. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'es pollué t'es saturé en outils à fonctionnalité égale, ou même si l'autre, il a plus de fonctionnalités, moi je suis persuadé, alors ça c'est ma conviction personnelle, que si tu as une marque plus forte, tu gagneras la bataille. Je te cache pas que c'est aussi ce qui m'a donné envie de rejoindre Acceptio. Parce que la marque, elle était là, et la marque, elle était suffisamment forte pour que je voie un terreau fertile pour faire plein de trucs. Et honnêtement, le potentiel, la puissance de ta marque te permet de décoller, ou à contrario de rester à terre, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est intéressant que tu parles de la puissance de la marque, parce que je finis juste peut-être avec Taste, parce que j'ai beaucoup parlé de ce projet qu'on voulait lancer, de ce produit machin, mais si je montre rien, c'est pas drôle. Mais c'est très fort d'être parti de cette marque très B2B, d'avoir essayé de l'étendre. Je ne sais pas encore si on y est arrivé, mais en tout cas, on fait ce qu'on peut. On fait notre maximum pour arriver
jusqu'à un produit B2C, et comment est-ce qu'on fait pour que ces deux marques, elles soient cohérentes, elles ne se cannibalisent pas l'une l'autre, l'une vienne en support de l'autre, et en gros, pour vous montrer là où on en est arrivé, on a au fil des tests utilisateurs, au fil des versions alpha, etc., au fil des ateliers de co-conception, on est arrivé à une extension navigateur qui fait ce que je disais au début, donc gérer le consentement en votre nom, une extension gratuite que vous pouvez télécharger d'ailleurs si ça vous intéresse. Pour encore une petite pop-up. Une petite pop-up mais qui n'apparaît pas, justement. L'idée c'est que ça puisse même pas en plus. c'est que ça puisse gérer les choses en arrière-plan, mais en revanche ça peut te donner des informations sur ce qui se passe. Donc on a fait le choix, plutôt que notre première hypothèse c'était de dire les gens on va leur donner plus de contrôle sur leurs données. Et on s'est vite rendu compte que les gens ne voulaient pas plus de contrôle, les gens voulaient plus d'informations, les gens voulaient moins de pollution, mais pas plus de contrôle. Donc c'est une extension qui marche en arrière-plan, qui fait disparaître déjà tous les bandeaux cookies. Ça c'est cool. Je peux montrer, le site qui présente ça, mais concrètement, c'est ça qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de bandeaux cookies partout, tout le temps. Nous, on les fait disparaître. Et pour autant, on fonctionne en arrière-plan et donc on gère le consentement, on choisit d'accepter ce cookie-là mais pas celui-là. C'est un petit peu la même analogie que Yuka où en fait on va avoir un score, où on va être capable de scorer le site sur lequel on est et en fonction de ce score, on ne va pas permettre la même chose, quoi. Super. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment très cool de voir tout le process, toute l'histoire et pour arriver à un produit qui est très très cool pour l'avoir testé.